Oui. Alors, en fait, c'est plutôt des slides en appui de la discussion. Donc, Très bien. voilà. C'est parfait, Romain Pigenel, qui est quand même la seule personne que j'admire, pour une raison très simple, c'est qu'il arrive à mélanger des couleurs qui lui vont hyper bien, alors que moi, en général, quand je fais ça, c'est une catastrophe. Tout en étant vaguement daltonien, paraît-il. C'est peut-être le secret. Ah, c'est peut-être ça, en fait. On va savoir. Bon, Romain, bonjour. Alors, justement, on va parler de fake news, de vérité. Fake news, c'est un terme qui est apparu il y a quelques mois. C'est quelque chose qui est assez nouveau, on va dire. Il y a eu l'histoire d'une loi contre le fake news, ce genre de choses-là. Ça a un peu popularisé le terme. C'est un concept peut-être à la mode. De quoi on parle vraiment, en fait? C'est une partie justement de la question. D'ailleurs, j'essaie de réfléchir en même temps comment est-ce qu'on peut Vas-y, je t'en prie. afficher. Alors, comment on fait? Alors, comment ça marche? Comment on switch? Alors, est-ce qu'on peut déjà afficher les slides de la présentation? Voilà, ce qui nous met directement dans le sujet, qui fait le lien avec l'introduction par Christophe. Fake news, c'est à la fois un terme récent qui recouvre un nombre de phénomènes assez variés et pour certains qui sont assez anciens. Alors, en fait, le terme, il est apparu globalement, où il s'est popularisé il y a 2 ans, au moment de la campagne américaine, avec Trump, avec Hillary Clinton, en même temps qu'un autre concept qui était celui de post-vérité. Et ces 2 termes étaient utilisés pour essayer de définir ce qui se passait, c'est-à-dire l'usage massif de fausses informations, d'informations erronées, de rumeurs, d'intox par les partisans des candidats, et notamment Donald Trump. Au premier sens du terme, et on voit que dès cette époque-là, quand on regarde les articles, commence à en parler, parce qu'il y a eu pas mal de presse scientifique rapidement, il commençait déjà à soulever la polysémie. Au premier sens du terme, une fake news, c'est une information erronée, façonnée comme telle par les gens qui la produisent, mais qui est façonnée pour donner le sentiment qu'elle est vraie. Donc c'est une information fallacieuse, ce n'est pas une fausse information, quelque chose qui est fait pour tromper. Ça, c'est le sens premier, et dès qu'on voit ça, on voit bien qu'en fait, ça recouvre aussi des concepts qui existent depuis longtemps, des problèmes liés à la guerre économique, à la guerre d'influence. Et après, en fait, ce qu'on se rend compte dans l'usage, et dès le début de l'utilisation de ce mot, de sa popularisation, c'est que ça recouvre des choses assez différentes. Alors, il y a d'abord ce premier usage, il y a aussi simplement des rumeurs qui sont relayées sur Internet et qui aujourd'hui prennent évidemment une puissance d'accélération qu'on ne voyait pas avant parce qu'il y a les réseaux sociaux. Il y a aussi des informations humoristiques, des pastiches, des gags qui sont faits par des sites type The Onion aux États-Unis, qui est un peu l'ancêtre de tout ça, le Gorafi en France, et qui sont relayés au second degré, au premier degré par des gens qui ne comprennent pas l'humour. Sachant que des fois, la vérité dépasse la fiction de temps en temps, ça arrive. Voilà. Par ailleurs, on ne sait plus trop où est la frontière. Évidemment, avec certains dirigeants en place, dont Trump, qui fait que ça devient de plus en plus facile. Et donc, on a en fait tout un complexe de phénomènes que moi, j'ai l'habitude de résumer sous le terme de vérité précaire ou de précarisation de la vérité. Parce que pour moi, le point commun qu'il y a à tout ça, et je pense que ça impacte directement des gens qui ont à gérer la réputation d'une marque, qui sont des vecteurs d'information, c'est que notre degré d'adhésion à ce qu'on appelait avant le rationalisme, c'est-à-dire la science, le fait de croire qu'il y a des faits, il y a des opinions, c'est pas la même chose, commence à baisser. Et qu'il y a une espèce de relativisme général qui prend plein d'aspects différents. On voit l'impact dans la science avec la vaccination qui baisse parce que les gens tendent tendanciellement à moins croire, par exemple, au vaccin. Ça se voit aussi avec les fake news politiques, ça se voit avec des rumeurs concernant les marques, on pourra en reparler, où finalement il y a l'idée que tout se vaut, qu'une information trouvée sur Internet, elle va pouvoir au moins être sous-pesée avec une information d'un média sérieux, parce que finalement, il n'y a plus rien qui est vraiment totalement sérieux. Alors ça, c'est évidemment pas un phénomène qui touche tout le monde, mais qui est une espèce d'ambiance qu'on voit sur les réseaux sociaux, et qui, aujourd'hui, je pense, est à prendre en compte quand on veut gérer la réputation d'une marque ou quand on est un vecteur d'information. Il y a un petit côté, on nous cache tout, on nous dit rien. Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a 2 choses. Il y a quelque chose qui n'est pas du tout lié à la technologie, qui est l'espèce de grande remise en cause des élites et des institutions qu'on voit depuis 15 ans. Alors, on ne va pas remonter à Mathusalem, mais c'est la chute des idéologies, c'est la baisse de confiance qu'on voit dans tous les baromètres envers à la fois les hommes politiques, les journalistes. Il y a régulièrement des études qui démontrent que les journalistes sont parmi, par exemple, les populations qui sont les moins respectées ou les moins crues, ce qui est quand même assez incroyable. Donc il y a une crise de confiance envers les gens qui auparavant étaient vus comme détenant un peu la parole officielle. Et après, il y a l'effet d'accélération des réseaux sociaux. Et puis il y a un dernier élément qui est extrêmement fort et qu'il faut prendre en compte, c'est le rôle des plateformes type GAFA. Alors pas que les GAFA au sens propre, mais en tout cas toutes les plateformes Internet, qui d'une part, de plus en plus, tendent à remplacer le rôle qui était auparavant celui des éditorialistes. Donc il n'y a plus quelqu'un, de même qu'avant il y avait un rôle très important du JT de TF1, de la Une du Monde, qui était très structurante pour l'information. Aujourd'hui, ce rôle, il tend à être tenu de plus en plus par des processus algorithmiques, qui évidemment ne sont pas du pur hasard, qui sont déterminés aussi par des volontés, mais qui sont détenus par Facebook, par Twitter, et qui tendent aussi à façonner l'information
en décidant qu'est-ce qui va remonter en premier dans notre flux d'informations, et en prenant un peu la place de l'éditorialiste du Monde ou du journal de TF1. Alors, tu as quelques chiffres peut-être sur ce phénomène? Absolument. Alors, bon, ça va s'afficher, oui. Donc, tu as le retour écran juste là en face de toi. Voilà, donc tu vas voir. Formidable. Voilà. Je vous ai mis quelques éléments et après 2 comics sur lesquels on pourra revenir parce que je trouve qu'ils résument bien mon propos. Ça, c'est des éléments d'une étude que vous avez probablement vu passer, qui avait été faite par le Syntec RP, qui est peut-être d'ailleurs représenté aujourd'hui, j'imagine, avec l'Institut Via Voice sur justement, alors c'était au printemps dernier, il y a eu plein d'études, mais j'ai pris celle-là parce qu'elle était vraiment faite par des personnes qui sont liées au sujet des réputations. Alors il y a plusieurs items dans l'étude, certains sont moins intéressants. Surtout, ce qui est intéressant, c'est les chiffres sur la manière dont les gens aujourd'hui s'informent. Ça, probablement des choses qui ne sont pas étonnantes pour vous, mais on voit bien que les réseaux sociaux prennent un poids considérable dans la manière dont l'information se constitue. Vous avez les chiffres là qui sont mis en amont. Alors évidemment, il faut faire attention parce que quand on dit réseaux sociaux, ça peut aussi être un tweet du Monde, ça peut être un article sérieux qui est relayé, mais on voit bien qu'il y a un poids impressionnant. Quand on regarde d'autres études qui sont un peu différentes sur la confiance qu'ont les Français, notamment même au niveau international envers les médias, il semble que depuis quelques mois, notamment une étude américaine faite par le Pew Institute, vous pouvez la retrouver sur leur site, les internautes ont tendance à dire qu'ils font moins confiance qu'avant aux réseaux sociaux. Moi, mon sentiment, c'est qu'ils déclarent ça dans les études parce que ça fait bien de le dire, parce qu'on parle beaucoup de fake news, mais ce que je constate moi empiriquement, c'est je pense qu'il y a autant de relais qu'avant de fausses informations. Donc on voit bien qu'on a ici une espèce de milieu presque au sens biologique qui aide à la prolifération de ce type d'informations. Juste pour bien comprendre les chiffres, quand je vois la télévision avec des chiffres énormes en termes de souvent ou très souvent, aujourd'hui, quand même, les médias classiques, télévision, radio, paraissent quand même encore être assez forts. Oui. Et ça, je crois que c'est le point qui est important, c'est-à-dire qu'on est encore dans une espèce de phase intermédiaire, et ça, évidemment, vous le savez tous, les réseaux sociaux n'ont pas écrasé les anciens médias, et d'ailleurs, moi, notamment sur les campagnes présidentielles que j'ai suivies de près, même la dernière à laquelle je n'ai pas participé directement, on voyait bien que les pics, souvent, d'activité sur les réseaux sociaux correspondaient à des pics d'activité télévisuelle, donc quand il y avait un grand débat télé, etc. Donc on est encore dans un moment qui est mixte, et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, on a aussi l'information qui est mélangée, puisqu'il y a aussi bien la présence des médias classiques que des sources d'information plus alternatives, comme on dit, voire fallacieuses, et puis évidemment, vous, moi, et n'importe qui peut relayer les informations. Il y a peut-être un aspect aussi, juste pour finir là-dessus, ce slide, sur les aspects réseaux sociaux, peut-être on en reparlera aussi d'ailleurs en fin de journée avec Nicolas Van der List, c'est les aspects concentration. Autrement dit, là on voit finalement les chiffres vus comme ça donne l'impression que les réseaux sociaux ne sont pas forcément la source utilisée pour s'informer. Pour autant, c'est celles qui peut-être font le plus de bruit aujourd'hui. Peut-être parce qu'il y a une concentration d'informations qui sont relayées, qui sont tamtaisées. Oui, puis moi surtout, je pense que, pour un peu enfoncer une porte ouverte, mais qui est déterminante, ce qu'il faut bien prendre en compte, à mon sens, avec la révolution du web social, qui ne fait encore continuer, c'est que du jour au lendemain, chaque individu s'est potentiellement retrouvé avec le pouvoir de diffusion d'un organe de presse ou d'un média. Je dis potentiellement parce qu'évidemment, à part des success stories incroyables, on peut pas devenir... tout le monde n'a pas vocation à devenir un énorme youtubeur célèbre en quelques jours. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'on a tous eu maintenant des outils de propagation et de création d'informations extrêmement puissants entre les mains, sans l'éthique ou la formation professionnelle que pouvaient avoir les professionnels de l'information qu'ils ont encore aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas de dire, et je ne dis pas qu'un journaliste a toujours raison par rapport à un tweetos, je crois que c'est une mauvaise façon de prendre les choses comme ça, y compris quand on veut lutter contre ces phénomènes, mais en tout cas, il y a au moins des cadres professionnels qui existent quand on est un professionnel de l'information, qui fait qu'on va réfléchir à 2 fois avant de diffuser une information. Donc là, on a plus tendance à le faire. Ce qu'on constate régulièrement, et dans toutes les crises qui éclatent, c'est que très souvent, qui relaie en fait les fake news, les informations erronées? C'est pas 400% de personnes qui veulent nuire, qui veulent faire du mal, ou même qui y adhèrent. C'est simplement parfois n'importe qui, et on peut se mettre, je crois, tous dans cette situation, qui voit passer une information, qui va interagir avec, ça va faire un favori, retweeter, repartager, parce que c'est drôle, parce qu'on ne réfléchit pas à la conséquence. Et ça, je crois que c'est un vrai problème. Alors on parle beaucoup en ce moment, on a parlé au moment de la loi fake news qu'il fallait faire de l'éducation aux médias. Et il y a en tout cas un sujet important qui est comment est-ce qu'on peut responsabiliser les internautes, mais j'ai bien tous les internautes, en se disant relayer un post, commenter un post, ça a un impact. Parce que derrière, la manière dont fonctionnent les algorithmes des grandes plateformes, qui favorisent justement l'information qui buzz, qui a de l'interaction, qui a du poids social, on a chacun une responsabilité par rapport à ça. Et je crois que c'est ça le point aussi extrêmement important, c'est de voir que ces informations fausses, elles prolifèrent, pas seulement à cause des gens qui les produisent pour faire du mal, pas seulement, mais aussi à force de la grande masse des internautes qui parfois
quasiment chaque personne a probablement un jour relayé, liké, commenté un post qui était bidon sur une information de fake science, conspirationniste ou autre. Et sans forcément vouloir faire mal ou croyant vraiment Non, bien sûr. D'abord parce qu'on n'a pas le temps de vérifier, parfois on y croit, parfois on réagit par indignation, et évidemment tout ça ne fait concourir après à monter les scores et à faire remonter ces infos dans les newsfeeds, etc. Alors tu nous disais que tu voulais voir, mais on va y revenir dans quelques instants, deux dessins. J'en profite pour placer un tweet d'Emilie Béfus qui nous dit « Conférence sur les fake news, on va enfin connaître la vérité, hashtag RFD, hashtag platiste power, avec une image de la Terre qui est plate. » C'est bien connu. Effectivement, ou creuse, voilà. Ça dépend, enfin, avec un monde à l'intérieur, les deux Voilà, versions existent. grand sujet, effectivement, les platistes. Alors, juste, oui, voilà, qu'on voit juste à l'écran derrière nous. Alors justement, tu nous disais que tu voulais revenir sur, je crois, deux cartoons. Ouais, qui sont, je trouve, qui résument bien le problème. Alors, je ne sais pas si on est... Est-ce qu'on peut revenir sur les presse. slides de... voilà, merci. Alors, ça redescend. Surtout celle-ci, en fait, qui, je trouve, est assez amusante. Alors, je crois que ça avait été sorti pendant la campagne US, la campagne présidentielle américaine, où évidemment il y avait eu beaucoup de, et ça continue dans la presse spécialisée américaine, Ça rappelle le Jeopardy. Hein, Voilà, et je pense que c'est une bonne façon de comprendre ce qui se joue aujourd'hui sur Internet, encore une fois, pas tout le temps, mais un peu quand même. C'est l'idée que finalement, savoir si une information est vraie ou faux est peut-être moins important que voir le bruit qu'elle produit. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est effectivement, encore une fois, à prendre en compte quand on a les mains dans ce cambouis-là, quand on gère une information, quand on doit répondre à des fake news, quand on doit répondre à des rumeurs en ligne, c'est se dire qu'il ne suffit pas de faire du fact-checking, il faut en faire évidemment, mais ce n'est pas simplement en disant aux gens, regardez, ceci est vrai, voilà des faits, qu'on va arriver à démonter une rumeur, parce qu'il y a cette idée-là qu'aujourd'hui, ce qui est important, ce qui est vrai, c'est aussi ce qu'on va le passer le plus souvent dans la timeline, ce qui est beaucoup liké, même si peut-être qu'on ne va pas le reconnaître. Mais c'est évident que c'est un facteur qui joue beaucoup pour déterminer dans l'esprit de l'internaute ce qui est vrai ou ce qui est susceptible d'être intéressant. Oui, puis il y a une dimension en plus, si on essaye de me convaincre du contraire, c'est qu'en fait j'ai raison. Voilà, il y a eu pas mal d'études intéressantes qui ont été faites ces derniers mois, parce qu'évidemment les plateformes, on pourra peut-être en reparler, qui sont sous la pression, Facebook en particulier, de pression juridique aussi, parce qu'il y a évidemment des procès qui sont en cours aux États-Unis, essaient de trouver des solutions pour limiter la propagation de ces fausses informations. Alors il y a plein de choses qui ont été tentées, alors notamment une fonctionnalité, je ne sais pas s'il avait été activé en France sur tous les profils, mais qui permettait de flaguer des contenus douteux et de faire remonter des informations ou des contenus de désintox de journalistes pour les comparer. Et, alors, les études sont à prendre avec des pincettes parce que c'est un phénomène récent, il y en a beaucoup, elles ne sont pas toujours convergentes, mais ce qu'on se rend compte en plus, c'est que parfois, quand on essaie de débunker une information, ça peut avoir un effet contraire auprès des gens qui y croyaient, et avec une mécanique qu'on peut comprendre, qui est de dire, voilà, c'est le système à nouveau qui vient me dire ce que je dois penser, mais moi, je préfère croire par moi-même, etc. Donc, très compliqué d'arriver à démonter, et en tout cas, le simple appel à la raison ou au fait n'est probablement pas suffisant, en tout cas pas avec tous les internautes. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on constate aussi une inversion du rapport public-privé ? Autrement dit, le fait que, comment dirais-je, si une information existe, on va considérer qu'elle va sortir à un moment ou à un autre sur les réseaux sociaux, enfin, elle va exister d'une manière ou d'une autre, de manière virale. Oui, alors, et ça, moi, c'est quelque chose que moi je disais toujours à mes équipes quand je travaillais dans l'administration, c'est que c'est quasiment impossible d'arriver, enfin, il faut partir du principe, effectivement, moi je dis aujourd'hui que par principe, et a priori, toute destination à être publique. Et dès qu'une information existe, dès qu'un email est émis, dès qu'il y a une trace écrite, on peut être certain qu'un jour ou l'autre, il va finir par sortir. En tout cas, c'est un risque qui existe. Et donc, c'est pour ça qu'il faut raisonner d'abord et toujours, je dirais, en mode crise, et se disant une information, dès qu'elle est à disposition, qu'il y a un email, qu'il y a une image, elle peut sortir. Et derrière, il peut y avoir une crise. Ou elle peut être détournée. Elle peut être détournée, etc. Donc ça, je pense qu'effectivement, c'est une façon de penser qui doit être acquise, pas seulement dans les équipes de social media, mais au plus haut niveau des directions générales, alors des directions d'administration pour l'univers dans lequel je travaillais avant, mais c'est évidemment une donnée de base aujourd'hui. Alors, je ne sais pas combien de temps il nous reste, parce que je n'ai pas le chrono sur le retour de l'écran. Si tu veux continuer peut-être ton support, et on va continuer aussi à échanger, avec la salle. Je continue à vous suivre, bien sûr, sur le hashtag RFD si vous désirez poser des questions. Alors, c'est la suite du sondage via Voice, mais vous pourrez le voir, je crois que c'est accessible facilement sur leur site en regardant sur Google et pas forcément très lisible ici. Quelques exemples intéressants de fake news, parce que c'était la question que posait Christophe Thiel, je crois, au début, c'est est-ce que finalement ça ne concerne que la politique ? Donc évidemment non. Ça commence à concerner les entreprises.
Il y a, à mon sens en tout cas, dans les cas référencés qui ont fait beaucoup de bruit, il n'y a pas pour l'instant des centaines et des milliers de cas. Enfin ça, Nicolas Van Der Biest pourra en parler mieux que moi. Il y a eu quelques cas flagrants, notamment, et le cas le plus intéressant que je vous ai remis ici, que vous connaissez sans doute, c'est ce qu'il y avait eu l'an dernier avec Air France, au moment de l'ouragan important qu'il y avait eu, et où une pétition en ligne avait circulé en expliquant que Air France vendait à des prix totalement délirants, x10, les billets retour pour les passagers. Ça ne s'appuyait sur strictement aucun fait, en tout cas à ma connaissance réelle. Je ne crois même pas qu'il y ait eu un incident qui aurait pu donner lieu à ça. Très rapidement, Air France a démenti, mais malgré tout, l'information continue à tourner, etc. Et ça, c'est ça qui était, je trouvais, intéressant, c'est qu'on est arrivé à une situation, qui revient un peu au petit cartoon que je disais auparavant, où on peut avoir comme ça des internautes, des communautés d'internautes dans leur bulle. Alors on a parlé un peu, on a évoqué les théories du complot, on pourrait parler de tout ce qui est anti-science, qui vont tourner comme ça en boucle avec une information, continuer à la reposter, alors même qu'elle a été débunkée. Pour prendre un exemple qui vient de la politique, puisqu'on parlait aussi de la politique, et pour montrer aussi que le phénomène est assez ancien, il y avait comme ça, donc moi j'ai fait plusieurs campagnes du côté du Parti Socialiste, il y avait une rumeur qui revenait à chaque élection, au moins depuis 2006-2007, donc c'était même avant les réseaux sociaux, c'était l'époque des forums, qui était qu'il y avait une péniche sur la Seine, où plusieurs responsables socialistes bien connus, dont un ministre de la Culture, se livraient régulièrement à des orgies pédophiles, en présence de François Hollande ou de Dominique Strauss-Kahn. Alors la liste des personnes changeait un peu. Et à l'appui de ça, il y avait une main courante qui avait été déposée par la personne qui racontait cette histoire, ce qui évidemment ne prouve rien, parce que n'importe qui peut aller faire une plainte. Et cette histoire-là, bien qu'elle ait été débunkée, qu'il y ait eu alors à la fois des démentis parfois qui ont été faits par des sources politiques ou militantes, j'avais vu, je crois, des articles de presse, à chaque campagne, elle revient. Alors évidemment, sur la campagne de 2012, elle était revenue, je crois qu'elle a continué à tourner. Parfois, l'histoire était un peu changée et on voyait apparaître des noms de responsables politiques plus récents. Selon les périodes, ça changeait. Voilà, mais ce qui est intéressant, c'est que les publics militants qui la font tourner continuent à la faire tourner, quels que soient les démentis. Est-ce qu'ils y croient eux-mêmes ou non? D'ailleurs, on peut se poser la question. Moi, j'ai tendance à penser plutôt que oui. Mais ça illustre bien ce fonctionnement en bulles qui sont, je dirais, plus ou moins hermétiques, en tout cas au moins en partie, à ce qui pourrait être de l'argumentation rationnelle ou aller essayer de démonter en disant, vous voyez bien que c'est pas vrai, etc. Donc, on revient à ce cartoon que je montrais auparavant. De plus en plus, c'est qui le crie le plus fort, qui le répète plutôt que c'est vrai. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, que tout fonctionne comme ça ne veut pas dire qu'il faut s'en satisfaire, mais c'est évidemment une donnée à prendre en compte quand on veut mettre en place des stratégies de réponse, de déploiement sur les social media, de stratégies de crise, etc. Et la rumeur comme quoi François Hollande était socialiste? Fake news, sans doute. Alors, comment on discute, comment on travaille avec les GAFA? Je crois que tu aimes bien parler d'effet Kissinger. Comment, justement, aujourd'hui, on échange avec ces plateformes qui paraissent finalement très ouvertes? Tout le monde peut discuter dessus, et à la fois très opaque. Petite anecdote, moi j'étais en poste pendant qu'il y avait les vagues d'attentats qui ont frappé la France en 2015-2016. Et une partie de ces attentats-là ont eu après des répercussions sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, alors d'abord, à ce moment-là, maintenant on en parle moins parce que c'est moins à la mode, mais tout ce qui était propagande et djihadiste passait beaucoup justement par les réseaux sociaux et par l'exploitation de théories du complot pour arriver à attirer des gamins, les embrigader, etc. Il y avait après des problèmes post-attentats qui étaient des gens de tous bords politiques qui, pour servir leurs intérêts, faisaient circuler des images des massacres et autres. On a eu une réunion avec des représentants à haut niveau de plusieurs plateformes Internet. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que, bon, un peu, même s'il y a prescription, ça reste un peu. Je crois que, alors ça c'était 2015-2016, jamais j'avais vu, moi, des représentants de grandes entreprises qui étaient aussi durs et aussi peu enclins à la discussion, même par simple hypocrisie de politesse face à des représentants du gouvernement. C'était une réunion à très haut niveau, il y avait des ministres, et moi j'avais été choqué, et d'autres, je pense autour de moi, par le fait qu'on avait face à nous des représentants de société qui, de toute évidence, se considéraient comme étant, je ne dirais pas l'égal d'État, parce que c'est probablement pas à ce niveau-là, mais qui étaient d'une dureté dans la négociation qui était assez invraisemblable. Donc, il y a eu des débuts qui étaient, en tout cas au niveau de l'État, qui étaient un peu compliqués. Après, je pense que ça s'est petit à petit arrangé. Notamment, il y a eu la mise en place de quelqu'un qu'on avait appelé un cyberpréfet, qui avait pour charge justement de gérer les relations de l'ensemble de l'État avec les GAFA quand il y avait des plaintes juridiques et autres. Mais je pense que, je prends cet exemple-là, ça reste quelque chose qui est assez compliqué.
Et notamment pour une entreprise qui est plus petite, je parlais de l'État français, on a facilement accès à des représentants commerciaux pour arriver à acheter de l'espace média, etc. Mais à chaque fois qu'il y a des problèmes qui sont plus des problèmes d'ordre de relations publiques, de problèmes de sécurité, je dirais, réputationnelle et autres, c'est assez compliqué. Parce que ça reste des entreprises très américaines, qui en Europe et en France sont des représentants qui sont d'abord des représentants commerciaux. Et les représentants qui font plus ce qu'on appelle les affaires institutionnelles sont en général, ont moins la liberté d'action, ils doivent beaucoup plus référer au siège aux États-Unis. Donc, ce qui veut dire que même si un État a déjà du mal, pour une entreprise, c'est encore plus compliqué. Alors, ça s'arrange, et je pense que c'est plus facile qu'auparavant. Mais en tout état de cause, on voit bien que c'est des acteurs qui sont beaucoup plus compliqués à travailler avec que n'était auparavant le média local, la PQR, etc. Parce que simplement, on n'a pas de prise. Et les centres de décision, notamment pour ce qui est des problématiques de crise, comme on dit, affaires institutionnelles, ne sont pas à Paris ni même à Londres. Ils sont très très souvent en fait aux États-Unis. Je te laisse regarder le dessin qui est derrière toi, parce que les gens rigolent, donc il faut que tu le saches quand même. Voilà, ça me permet de citer aussi, bien sûr, comme chaque année, notre caricaturiste, Jean-Paul, qui est là, fidèle au poste, il continue donc à nous caricaturer, à nous croquer. Merci à lui. Ouais. Alors, il nous reste 4 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, moi, je vois un truc, c'est que sur Twitter, ça s'est calmé. Genre, tout le monde t'écoute, mais religieusement. Hein. Genre, c'est mais hyper calme. J'espère que c'est parce que c'est boring complètement. Non, je pense pas. Non, là, je sens plutôt une attention assez forte, mais je te jure que ça s'est calmé. Là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous lever la main, etc. Vous n'hésitez pas, vous connaissez la mécanique. Il nous reste 3-4 minutes. Alors, justement, pour finir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ça passe par quoi, tout ça, aujourd'hui, pour essayer de débunker un peu tout ça, pour essayer de prendre des bonnes habitudes? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça passe par l'éducation, par des lois, par... comment on lutte face à tout ça? Je vais faire une réponse un peu de normand, il faut un peu de tout ça. D'abord, alors, il y a le serpent de mer de l'éducation. Moi, j'aime pas dire ça parce que ça paraît facile et ça fait des années qu'on entend parler d'éducation à Internet, etc. Le fait est malgré tout que moi je trouve, j'interviens dans différentes formations universitaires, que y compris les gens qu'on appelle digital natives sont en fait beaucoup moins, alors connectés, c'est peut-être lié aux formations où j'interviens, mais en tout cas sont beaucoup moins experts qu'on peut le penser sur comment fonctionnent tous ces médias. Ça ne veut pas dire comment est-ce que faire buzzer une information ou autre, mais quels sont les enjeux derrière, quel est le business model de Facebook, comment marchent les algos, etc. Donc il y a un problème de compréhension technologique et des enjeux, je dirais, de société qu'il y a derrière. C'est ça, en fait, il n'y a pas de défiance de leur part par rapport à ces outils-là, qui sont là finalement parce qu'ils sont nés avec et ils sont présents, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ont la conscience de ce qui se passe derrière. Moi, mon sentiment, c'est qu'il y a une défiance, on va dire, dans les CSP supérieurs, parce que j'interviens en différentes formations, et mon sentiment à la louche, c'est que là où, on va dire, les gens viennent de milieux sociaux plus élevés, ils sont moins connectés sur les médias sociaux. Par contre, tous autant qu'ils sont, ils ne sont pas forcément très à l'aise sur comment ça fonctionne réellement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une bataille juridique à mener clairement avec les plateformes, et l'élément le premier et le plus simple, c'est arriver à leur faire ouvrir ce qu'on appelle la boîte noire, c'est-à-dire qu'ils expliquent comment fonctionnent les algorithmes et qu'il y ait une capacité à ce qu'ils soient discutés publiquement. Alors ça, c'est une baston de long terme qui doit être menée avec les États, mais c'est fondamental. Et puis après, quand on est une entreprise ou une institution, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, je dirais qu'il faut se préparer à l'avance. Parce que quand on est, c'est toujours pareil, là encore, j'imagine que Nicolas Van Der Biest en reparlera, mais quand on est réduit à inventer un dispositif de crise quand la crise arrive, c'est déjà trop tard. Donc, se préparer à l'avance, c'est quoi? C'est d'abord faire du social listening et en faire beaucoup. Et alors, parfois, et quand on est une petite boîte, on peut se dire, mais j'ai pas les moyens, j'ai pas un service de veille, etc. Mais on a toujours une force énorme pour faire de la veille, c'est les employés. Alors, souvent, on pense à se dire, les employés, on peut les envoyer pour faire de l'ambassadeur sur les réseaux sociaux, de l'advocacy. Mais c'est aussi une énorme oreille sur le web. Et ça, c'est quelque chose, moi, que j'ai essayé de promouvoir là où je travaillais, c'est de dire que aussi, les gens qui travaillent dans l'organisation, c'est pas seulement des personnes qui peuvent peut-être relayer l'info sur Twitter, c'est aussi des écoutants. Et il faut après mettre en place des dispositifs en interne pour faire remonter l'info qui sera sans doute très intéressante parce qu'elle viendra de gens qui sont sur le terrain, dans la vie de tous les jours et pas juste des veilleurs professionnels. Et puis après, et ça rejoint avec les discussions que j'ai entendues auparavant, notamment ce que disait Catherine, il faut évidemment plus que jamais construire des communautés parce que c'est très compliqué de réagir seul face à la multitude quand on est une institution ou une marque face à énormément de gens. Il faut une communauté. Et moi, j'aime bien prendre un exemple un peu provoque, et je ne dis pas que c'est un exemple qu'il faut suivre, mais qui est intéressant, c'est regarder les fanzous de Cyril Hanouna. Quoi qu'il arrive, alors d'ailleurs, c'est même un problème, parce que ça devient même une agression, oui. Il lui arrive quelque chose, il est critiqué, il y a des gens qui débarquent, alors en meute, ça c'est l'aspect très négatif et pas bien, mais qui vont prendre sa défense, parfois même avant même que lui ait réagi ou qu'il ait appelé sa communauté à réagir. Et ça, je pense que c'est un modèle à méditer, pas évidemment pour reproduire forcément l'animation qu'il peut avoir, les mœurs agressives et autres. Je ne veux pas être agressé par les fanzous non plus, donc je les adore. Mais en tout cas, se construire des alliés, et ça se fait que dans le temps, et ça veut dire
au-delà de simplement, j'entends le téléphone qui sonne, Tu décroches là. faire appel à des influenceurs, etc., c'est se dire comment est-ce que je solidifie une communauté de long terme à laquelle je ne ferai pas appel seulement quand j'ai besoin, évidemment, mais qu'on traite avec toutes les méthodes que tout le monde connaît ici par cœur. Je pense que c'est vraiment central aujourd'hui dans des stratégies de debunking ou de réponse à ce que peut être la mystification, fausses nouvelles, etc. Christophe, est-ce qu'on a le temps de prendre la question? Il y avait une question qui était intéressante. Est-ce qu'on peut contrer, est-ce qu'il faut contrer les fake news ou les laisser courir? Honnêtement, je pense que c'est compliqué de répondre dans le vide à ça. Moi, la façon que j'avais travaillé avec mes équipes, c'était d'essayer d'abord d'arriver à quantifier le bruit et à le classifier d'une manière qui soit intelligible. Et on avait créé, donc quand je dirigeais le digital au service d'information du gouvernement, ce que j'appelais une échelle de Richter de Twitter. Je ne sais pas s'il l'utilise encore, j'espère que oui, parce qu'elle était bien faite. Je pense que non, malheureusement. Où on avait essayé de rendre intelligible justement des crises des réseaux sociaux pour des décideurs qui ne comprenaient rien au digital. Donc on avait fait, vous épargnez un peu la tambouille, mais on avait regardé sur une année de tweets, on avait classé les crises qu'il y avait eu, combien de tweets ça avait produit, on avait ramené sur des ratios horaires, et on avait fait une échelle normalisée pour essayer de dire, alors à l'époque c'était ça les référents, bah ça c'est 1,5 Leonarda, ou ça c'est 2 démissions de Cahuzac. Et l'idée c'est d'avoir comme ça un référentiel super clair pour le décideur politique, parce que c'est lui qui décidait en fin de compte, et dire voilà, là on a une accélération sur les réseaux sociaux de temps, vous avez l'impression que c'est beaucoup, mais en fait c'est 1/10 de ce qu'il y a eu quand Cahuzac a démissionné. Là, en revanche, c'est comme quand Cahuzac a démissionné. Donc peut-être que ça vaut le coup de répondre et de sortir au grand jour. Sinon, évidemment, il y a les risques d'effets stressants qu'on connaît bien. C'est une manière de relativiser, de remettre un peu de temps long dans cette notion d'émotion, d'émotivité, voilà, qui provoque la réaction immédiate et peut-être pas forcément... Et avec un truc super important, moi, que j'ai vécu auprès des grands décideurs politiques, et je pense que c'est vrai aussi pour les patrons de grands groupes, etc., ils commencent à être connectés. Et ils sont dans la phase qui est la plus dangereuse, c'est-à-dire être connectés, voir ce qui se passe, mais pas forcément avoir le recul pour voir ce qui est important, ce qui est moins important. Et donc, tu as toujours un risque de surréaction avec le truc classique, oui, un type m'a attaqué sur Twitter, donc c'est une mention d'un mec qui fait 3 abonnés. Mais quand on n'a pas les réflexes, ça peut sembler aussi important qu'une énorme shitstorm où il y a des centaines d'interpellations. Donc c'est pour ça, nous, qu'on avait créé cet outil, et je pense que c'est ça qui est important aussi, c'est arriver quand on communique avec des strates de décision un peu au-dessus des services digitaux, c'est leur donner de l'intelligibilité et des outils pour comprendre ce que ça veut dire, ces chiffres que nous, on comprend à peu près, mais qui en fait ne veulent pas dire grand-chose dès qu'on sort du monde des spécialistes digitales. Et savoir utiliser des outils de veille. Hey, évidemment. L'influence. Merci beaucoup. On aurait pu t'écouter encore des heures, mais du coup, on va être obligé de couper. On a un timing. Merci Romain d'être venu encore. Tu restes sur de la pause, tu restes un peu avec nous.